Laurent Schwartz est né en 1915 dans une famille juive alsacienne. En 1934, il intègre l'école normale supérieure où il rencontre Marie-Hélène Lévy, fille du grand probabiliste Paul Lévy, elle aussi mathématicienne. Il en tombe amoureux et l'épouse en 1938. Ils ont 2 enfants, Marc-André et Claudine. Engagé politiquement, il souhaite intégrer le Parti communiste. Mais, à la suite des procès de Moscou montés de toutes pièces par Staline, il se tourne vers le parti trotskiste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant que juif et trotskiste, il doit se cacher à Toulouse, à Clermont-Ferrand, où il soutient sa thèse en 1942, puis à Grenoble. Il développe la théorie des distributions, qui lui vaudra la prestigieuse médaille Fields en 1950. Il se bat beaucoup pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes hors de la domination coloniale, notamment lors des guerres d'Algérie et du Vietnam. Il s'oppose ainsi fermement à la torture généralisée par l'armée française lors de la bataille d'Alger et au bombardement massif américain au Vietnam. Il développe la coopération internationale en mathématiques en donnant des cours en Inde, au Vietnam, au Brésil. Il en profite alors pour se livrer à une de ses grandes passions, la chasse aux papillons. Dans les années 60, il s'engage également dans la réforme de l'école polytechnique. Le film qui suit retrace la vie extraordinaire de cet homme engagé. On m'a souvent demandé, en tant que fille de Marie-Hélène et Laurent Schwartz, tous 2 mathématiciens, comment se vivaient les mathématiques en famille. Voici quelques éléments pris dans mes souvenirs, avec tout ce que cela implique de reconstruction et de subjectivité. Dans ma petite enfance, il y avait 4 sortes d'adultes: les commerçants, les médecins, les mathématiciens et les autres. L'importance et l'utilité des 2 premiers allaient de soi pour tout le monde. La nécessité des mathématiciens était évidente pour moi et ne demandait pas à être argumentée. La catégorie autres comprenait notamment les maîtresses d'école et les conducteurs d'autobus. Ce dernier métier semblait particulièrement difficile, nous étions tous d'accord pour en convenir. Ma mère, avec son remarquable sens de l'orientation et son goût des exploits insolites, était la seule de la famille qui aurait pu songer à cette carrière pour d'autres vies. Les mathématiques, c'était une sorte d'ambiance, une matrice protectrice. Il n'y avait pas les mathématiques, dans lesquelles on s'installerait comme dans un bleu de travail et dont on s'extirperait le soir venu. Les mathématiques, comme l'air, étaient présentes et impalpables. Mon père parlait beaucoup à ses enfants d'entomologie, de biologie, des fabuleuses histoires des dieux grecs, et comme c'était sur le même ton et le même rythme posé que lors de ses discours avec ses collègues, ces sujets me semblaient être tout à fait de même nature que les maths, mais plus adaptés aux enfants. Je pense aujourd'hui qu'une des spécificités de cette présence des mathématiques dans la vie de mes parents était leur incapacité à faire des raisonnements illogiques. Néanmoins, les palabres basées sur une argumentation dont les prémices étaient fort discutables, voire surréalistes, faisaient largement partie du quotidien, initié autant par les parents que par les enfants. Par ailleurs, le vocabulaire quotidien était marqué par les mathématiques. Ainsi, « vous en êtes un autre » et réciproquement, était un de nos signes de ralliement ou une manière de se saluer le matin. Il existait pour moi autant de sortes de mathématiciens que de commerçants et de médecins. Mes parents étaient des mathématiciens d'intérieur. Ils travaillaient essentiellement chez eux. Mon père était de plus, par goût, un mathématicien des champs. Il aimait particulièrement travailler dehors à la campagne,
où il pouvait alors se laisser déranger par les merveilles et les bizarreries de la nature. Et où qu'il soit en train de travailler, il déambulait une grande partie du temps en parlant à voix haute. Ce monologue n'était pas impressionnant pour ses enfants. Il semblait s'adresser à un public imaginaire, ce que les enfants font souvent et sont particulièrement à même de comprendre. L'activité mathématique en jeu dans ces déambulations, c'était de son propre aveu le plus souvent sécher, ne pas comprendre ou ne pas trouver. Je ne connaissais pas les mots qu'il employait, ce n'était pas plus mal. Comment aurais-je interprété l'importance de la régularisation par convolution et autres phrases polysémiques? Tout en marchant et en parlant, il tenait souvent à la main une feuille de brouillon où était esquissé son mantra mathématique personnel du moment. Juste une flèche, une intégrale, une écriture, produit scalaire de t et phi par exemple, ou une courte formule. Ma représentation des mathématiques de mon père est une telle feuille de brouillon, même si sur son bureau, d'autres feuilles étaient étalées, décorées de signes familiers et incompréhensibles. Ma mère, elle, travaillait allongée sur son lit ou assise à son bureau, sérieuse et silencieuse. Ses dessins ressemblaient à de vrais croquis d'artiste, en 3 dimensions, et la déranger semblait lui être plus dommageable que ça ne l'était pour mon père. Dans mon souvenir, mon grand-père Paul Lévy, que je savais être un grand mathématicien, est fragile et âgé. Mathématicien est un métier. Grand mathématicien, c'est quand on est vieux. Je ne savais pas toujours s'il réfléchissait profondément ou s'il était pris d'un léger sommeil, mais mon frère m'avait convaincu qu'il pouvait faire les deux à la fois. Il y avait aussi oncle Jacques Adamard, je ne l'ai connu que très grand mathématicien, puisque très âgé. Il était incroyablement curieux, très attentif et vraiment étourdi, l'incarnation du savant cosinus, et réciproquement. Il avait été à la fois mathématicien et distrait. Il n'y avait pour moi aucun lien de causalité entre les deux. Bien sûr, l'impression de grande diversité de l'homo mathematicus a été largement confortée par quelques séjours au Pelvoux, où mon père nous emmenait au congrès Bourbaki. Sur les brouillons qui traînaient, ou sur les grandes feuilles du tableau à papier qu'il remplissait de hiéroglyphes, je m'amusais à reconnaître les écritures si caractéristiques des uns et des autres. Quand mon frère était là, le soir, avant de nous endormir, nous les imitions. En famille, nous ne parlions pas frontalement de mathématiques. Pour mon frère et moi, poser une question déclenchait des réponses longues que nous trouvions fort excessives. Plus tard, avec mes enfants, le même phénomène s'est reproduit. Ma mère et mon père communiquaient difficilement sur les maths. Il me semblait que cela était en partie dû aux dimensions. En effet, ma mère, myope dans la vie quotidienne, voit mentalement très bien dans l'espace à 3 dimensions. Mon père avait dans la vie de tous les jours une vue excellente, bien que très sélective. Mentalement, il voyait en dimension 2, passait très vite en dimension n, voire infinie, mais la dimension 3 lui posait un vrai problème. Exception qui confirme la règle, mon père et mon grand-père Paul Lévy parlaient surtout de mathématiques. Il leur était très facile de s'entendre, alors qu'en politique, c'était rude. Laurent Schwartz a inventé la théorie des distributions. Cette théorie est très importante car elle a permis de formaliser des problèmes venus de la physique et de l'ingénierie. Entre autres, les distributions ont permis d'utiliser des outils mathématiques où l'on ne pouvait pas le faire de manière rigoureuse à cause de discontinuités. Et des discontinuités, on en rencontre dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous étudiez le mouvement d'une balle lancée qui rencontre un obstacle sur son chemin, la balle change brutalement de direction. Le vecteur vitesse qui était dirigé d'un côté se retrouve donc, suite au choc, dirigé de l'autre côté. Il y a une discontinuité. Avant les distributions, on ne savait pas comment définir l'accélération au moment du choc, c'est-à-dire la dérivée de la fonction vitesse. De manière plus générale, on ne pouvait pas dériver des fonctions discontinues. Il fallait donc une nouvelle théorie, qui est la théorie des distributions. La dérivée au point de la discontinuité fait intervenir une célèbre distribution, qui est une des briques de base de cette théorie, et qui est appelée distribution de Dirac. En fait, on appelle cela distribution de Dirac, car le physicien Paul Dirac a introduit une fonction qui est nulle partout, sauf au point considéré, et dont son intégrale vaut 1. Elle est donc pratique pour formaliser des problèmes qui mettent en jeu des choses ponctuelles, telles que les charges ponctuelles en électrostatique par exemple, puisqu'elle ne conserve que ce qu'il se passe en ce point, et elle oublie en quelque sorte tout ce qu'il se passe autour. Mais il y a un problème, car une fonction qui est nulle partout, sauf en un point, ne peut pas avoir une intégrale non nulle. La fonction de Dirac n'est donc pas ce que l'on appelle une fonction. C'est un objet plus général et qui ne rentrait dans aucun cadre formel de l'époque. C'est une distribution. En fondant la théorie des distributions,
Laurent Schwartz a donc mis un cadre rigoureux dans lequel vivent ce que l'on appelle de nos jours les distributions de Dirac, mais aussi bien d'autres types de distributions pour lesquelles il a généralisé les outils de base utilisés dans de nombreuses études de phénomènes physiques, tels que les dérivés mais aussi les transformés de Fourier et de Laplace. Alors, Schwartz est avant tout connu comme mathématicien par la théorie des distributions. C'est une généralisation de la notion de fonction et qui a la propriété que, contrairement à ce qui se passe dans la théorie des fonctions, toutes les distributions peuvent être dérivées indéfiniment. Donc ça a beaucoup d'applications, en particulier dans les équations aux dérivées partielles linéaires, et ça a donné, cette théorie, elle a donné un élan énorme à la théorie des équations aux dérivées partielles. Encore que lui ne l'ait pas beaucoup fait, ce sont surtout ses élèves qui ont fait ces développements. Alors cette théorie, elle date de 1948-49, mais au début, il a seulement écrit un petit résumé dans les annales de l'Université de Grenoble, ce qui s'appelle les annales de l'Institut Fourier maintenant, et les articles complets sont parus beaucoup plus tard, vers 1949-50. Quand je l'ai connu, cette théorie existait déjà, les livres n'étaient pas encore parus, si vous voulez. Mais quand j'ai fait sa connaissance, il était en train d'écrire ses livres. Alors, les élèves qu'il a eus, au début, ont été orientés. Et il y a eu le premier, essentiellement, c'est Alexandre Grothendieck. Lui, il a été orienté vers les espaces vectoriels topologiques. Et les autres, ensuite, Lyons, moi, Trèves et quelques autres, ont été orientés vers les équations aux dérivées partielles, qui étaient une des principales applications, sinon la principale application de la théorie des distributions. Les rapports étaient très bons, très amicaux. C'était un très bon directeur de thèse. Il avait beaucoup de problèmes à nous poser, qu'il n'avait pas résolus, alors c'était très, très bien pour ses élèves. En pratique, ce qu'on faisait, au moins à Paris, j'étais d'abord à Nancy, puis ensuite à Paris, mais quand nous étions tous à Paris, il faisait un séminaire avec ses élèves, et puis après il réunissait ses élèves, et puis il demandait à chacun ce qu'il faisait, il discutait avec chacun de nous, et pour nous voir où nous en étions, nous donner des idées, etc. Je dois dire qu'une de ses grandes qualités, c'était qu'il ne s'occupait pas seulement de nous donner des idées mathématiques, mais il s'occupait tout autant, sinon plus, de remonter le moral de ses élèves. Ce n'est pas très facile d'être étudiant, on n'a pas toujours beaucoup d'idées, on se décourage facilement. Donc il savait très bien que remonter le moral, c'était au moins aussi important que de donner des idées mathématiques. Alors nous étions un petit groupe comme ça, qui nous réunissions avec lui régulièrement, après son séminaire. Tout ça, ça a duré, moi, jusqu'au moment où j'ai passé ma thèse en 1955. Ensuite, il a eu d'autres élèves sur le même sujet, et puis ensuite, il a changé de sujet. Il est passé des problèmes d'espace de Banach et aux probabilités. C'est un sujet qu'il connaissait très bien aussi, les probabilités, parce qu'il était le gendre de Paul Lévy, qui est un des grands probabilistes français. Et il connaissait certainement au moins aussi bien les probabilités que les équations aux dérivées partielles, sinon mieux, je dirais. Le 2 décembre 1957, dans un grand amphithéâtre de la Sorbonne, s'est déroulée une soutenance de thèse in absentia. Le président, Jean Favard, demanda si M. Audin, l'impétrant, était dans la salle. Il constata que non et donna la parole à René de Possel, le directeur de la thèse, pour qu'il présente les travaux de son étudiant. C'était donc une soutenance in absentia. De Possel présenta, au tableau, un exposé mathématique de 45 minutes. Puis, le jury se retira pour délibérer. Il décerna le titre de docteur à Maurice Audin. On n'applaudit pas, comme il est de tradition, mais on observa une minute de silence. Le doyen de la faculté des sciences, Joseph Pérez, qui était aussi un mathématicien, déclara que cette soutenance était un acte pédagogique normal. Cet acte pédagogique normal prenait sa source dans une lettre que Josette Audin avait envoyée à Laurent Schwartz presque 6 mois plus tôt, le 20 juin précédent. Son mari, Maurice Audin,
assistant à la faculté des sciences d'Alger, avait été arrêté à son domicile par l'armée française le 11 juin. Gardé à vue pendant 3 jours avec ses enfants dans son appartement, Josette Audin s'était efforcée, sitôt sa liberté retrouvée, d'obtenir des nouvelles de son mari. En vain. Alger vivait ce que l'on a appelé la bataille d'Alger. Tous les pouvoirs de police avaient été donnés à l'armée, qui pourchassait les militants indépendantistes. Maurice Audin était membre du Parti communiste algérien qui, en cohérence avec ses prises de position anticolonialistes, s'était prononcé pour l'indépendance du pays. Laurent Schwartz connaissait Maurice Audin, qui était venu à Paris en novembre 1956 pour lui présenter les théorèmes qu'il démontrait dans sa thèse. Il le considérait comme son étudiant. Dès qu'il reçut la lettre de Josette Audin, il multiplia les démarches pour savoir ce qu'était devenu le jeune homme, mais en vain lui aussi. C'est lui qui eut l'idée de la soutenance in absentia. Le 24 octobre 1957, au cours de la préparation de cette soutenance, Laurent Schwartz avait fait voter une résolution par le Conseil de la Faculté des sciences de Paris dans laquelle se trouvait cette phrase. « Il est inadmissible qu'aujourd'hui en France, quelqu'un puisse être arrêté et qu'il soit encore impossible, 4 mois après, de savoir ce qu'il est devenu. » Je dirais qu'il a commencé, il devait être à l'école normale, dans les années 35-36. Il envisageait, pour des raisons que je vais peut-être résumer par la formule qui pour moi représente Schwartz tout entier, c'est solidarité, vérité et morale. Il n'a jamais dérogé à aucun de ces 3 engagements. Et par solidarité, vérité et morale, il était naturellement amené à regarder ce qu'était le mouvement, ce qu'était la gauche, le mouvement ouvrier, et en particulier le Parti communiste, dans ces années où Mussolini était déjà au pouvoir en Italie, Hitler était déjà au pouvoir en Allemagne. Et donc il s'est rapproché du Parti communiste, mais à l'été 36, il y a eu le premier d'une de ces grandes abominations du siècle dernier, le premier des procès de Moscou, où un certain nombre des anciens dirigeants de la révolution de 17 se sont auto-accusés d'être des agents, probablement du Mikado, de la Grande-Bretagne, d'Hitler, etc. Et ça contrevenait, bien sûr, au principe de base de Schwartz, celui de la vérité d'abord, mais même c'était tellement énorme. Je dis c'est tellement énorme, c'est aussi énorme que les fake news que Trump nous racontant qu'il fait beau alors qu'il pleut à Washington, ou que Poutine nous disant qu'il dénazifie l'Ukraine, c'est énorme. Ça n'empêche pas les agresseurs de le dire, mais à l'époque, Schwartz s'est retrouvé très très seul. Il y avait très très peu de gens à l'époque qui étaient prêts à entendre que c'était énorme de mensonges, de construction. Lui, il a compris tout de suite que ça pouvait pas être vrai. Et c'est ça qui l'a rapproché du trotskisme, parce que Trotsky était au fond le principal accusé de ces procès de Moscou. On accusait les anciens dirigeants de la Révolution d'être, comme je vous l'ai dit, des agents de tous les services secrets impérialistes, mais aussi des agents de Trotsky. Plus tard, d'ailleurs, on parlait de Schwartz en parlant de l'hitléro-trotskiste Schwartz. Donc voilà, il s'est rapproché du trotskisme et il est resté actif, plus ou moins, plutôt plus que moins, comme trotskiste jusque dans les années 47. Il a même été candidat à des élections législatives. Il a été trotskiste pendant la guerre. Non seulement, si je puis dire, il était juif, ce qui suffisait à mettre sa vie largement en danger, et il est passé à 2 doigts. De temps en temps de l'arrestation, il le raconte dans ses mémoires, mais en plus il était trotskiste, il participait à des réunions, il avait des tracts, enfin bon bref. Ça c'est la première partie de son engagement qui a quand même influé toute sa vie. Il écrit dans sa mémoire qu'il restera, comme le disait Vidal Naquet, ancien trotskiste à vie. Bien qu'il soit en désaccord sur plein de points, sur l'évolution des partis trotskistes, sur Trotsky lui-même, mais il porte néanmoins encore beaucoup de respect à cette partie de sa vie. Ensuite, il n'a jamais arrêté. Il s'en souvenait pas très bien en écrivant ses mémoires. Il a été l'un des fondateurs du PSU, mais il a joué surtout un rôle de tout premier plan dans les combats des droits de l'homme depuis la fin de la guerre jusqu'à sa mort, en fait. Il a été actif contre les guerres coloniales, que ce soit
la guerre d'Algérie menée par les Français. À propos, on ne disait pas non plus la guerre d'Algérie, hein. On disait les événements d'Algérie. Enfin, au moins, on n'était pas puni, je crois, de 15 ans de prison si on disait la guerre plutôt qu'événement. L'Algérie, donc, le Vietnam avec les Américains, l'Afghanistan, les dissidents soviétiques et puis ensuite les mathématiciens emprisonnés par le monde. Il a joué un rôle de tout premier plan. Il est resté l'un des exemples, je pense, pour le milieu mathématique international. Sur l'Algérie, il a hésité. Vous savez, peut-être qu'en Algérie, il y avait deux fractions qui se combattaient l'une l'autre et de manière très violente. Le MNA, qui était le parti au fond du père intellectuel et politique de l'indépendance algérienne, Messali Hadj, et puis le FLN qui a fini par prévaloir. Et Laurent Schwartz a fini par se ranger aux côtés du FLN pour cause de désaccords, mais il n'est pas resté... il n'a pas eu la langue de bois. Schwartz est quelqu'un qui n'a jamais eu la langue de bois. Par exemple, dans les massacres qui ont eu lieu, en particulier les massacres, il parle dans ses mémoires du massacre de Melouza, d'un village du MNA, par les militants du FLN. Mais il s'est engagé très fort, il a signé le manifeste des 121, il s'est engagé très fort après l'assassinat, la disparition et l'assassinat maintenant reconnu par le président de la République actuelle de son étudiant Maurice Audin. Après qu'il ait signé le manifeste des 121, il s'est trouvé radié de l'école polytechnique où il enseignait. Pour le radier d'ailleurs, le ministre des Armées de l'époque, Pierre Messmer, il s'appelait, lui a écrit une lettre disant que sa signature de cet appel lui semblait contraire au code de l'honneur. Et Schwartz a répondu que pour un ministre qui a récemment décoré l'un des tortionnaires en Algérie, peut-être responsable de la mort de son étudiant, la conception que lui, le ministre, avait de l'honneur le laissait froid. Il savait avoir les bons mots. Je l'ai jamais vu en colère, Schwartz. Je l'ai jamais vu en colère. Il s'est par contre engagé très très ardemment dans divers comités de défense des droits de l'homme. Il n'a pas hésité, non pas à faire le coup de poing, ce qu'il n'a probablement jamais fait de sa vie, mais à faire du travail concret, du travail pratique, à écrire, à parler. Et il était un modèle pour nous tous. Laurent Schwartz est un universitaire, il a enseigné, il tenait beaucoup à enseigner et il a enseigné toute sa vie à l'université. Mais à un moment, d'ailleurs sous la pression, je pense, d'un certain nombre de collègues physiciens, il s'est lancé dans une aventure particulière qui est de devenir professeur à l'école polytechnique. C'est passé en 1958. Donc l'école polytechnique a une fonction particulière, c'est une des écoles d'ingénieurs en France qui, malgré tout, à la fois dans son concours pour en rentrer à l'école, mais aussi dans ses enseignements, en tout cas à cette époque-là c'était très net, donnait une place assez considérable aux mathématiques. Le moment où il est arrivé, beaucoup de gens pensaient que l'enseignement de l'école polytechnique s'était d'une certaine façon un peu endormi. Et ça a été la mission que s'est donnée Laurent Schwartz, qui était de moderniser l'enseignement de l'école polytechnique, pas seulement l'enseignement de mathématiques, évidemment l'enseignement de mathématiques puisqu'il allait y contribuer personnellement, mais aussi toute la structure de l'enseignement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît l'histoire personnelle et les positions politiques de Schwartz, le général qui l'a accueilli quand il a été recruté comme professeur en 1958, le général de Guilbon, lui a dit « Écoutez, je compte sur vous pour tout changer dans cette maison et je compte bien vous y aider ». Et Schwartz a eu un allié de poids dans cette réforme, la réforme comme il l'appelait, qui est en la personne de Louis Le Prince Ringuet, qui était un physicien des particules, très connu, très lié au CERN, qui avait déjà développé un laboratoire de très bonne qualité. Et donc tous les deux, enfin le tandem Le Prince Ringuet et Schwartz, a œuvré. Et quelle était l'ambition? L'ambition, c'était d'organiser l'enseignement très différemment, à plusieurs titres. D'abord qu'il y ait des départements d'enseignement, au lieu d'avoir une dépendance presque personnelle des professeurs vis-à-vis de la direction de l'école.
Deuxième changement très important, c'était aussi une diversification des enseignements, beaucoup plus grande que ce qui existait à ce moment-là. Et la troisième chose qui était une diminution du rôle du classement de sortie des élèves qui déterminait leur capacité d'accéder au corps de l'État. Alors cette chose a une conséquence très directe puisque beaucoup d'élèves travaillaient les cours qui leur étaient proposés avec un objectif qui était d'avoir une bonne note. Mais en fait, l'intérêt du sujet était complètement secondaire. Et en particulier, Schwartz, qui était très intéressé et attiré des polytechniciens dans la recherche, voyait bien que cette façon de travailler était en fait avait des effets très négatifs, puisque c'était pas l'intérêt ou la curiosité ou la volonté de mieux comprendre qui était le moteur, mais c'était une volonté d'avoir une bonne note. Et du coup, c'était très scolaire, alors que à cet âge, c'est-à-dire on est en train de parler de niveau de 3e année de l'université, on peut imaginer que c'est d'autres motivations qui jouent un rôle déterminant dans l'engagement des élèves. Alors cette réforme, c'était une bagarre très longue. Un autre événement extérieur a joué un rôle déterminant, qui est évidemment ce qui s'est passé en mai 68 avec réforme massive de l'université, restructuration considérable de l'université de Paris, qui a été découpée en morceaux. Avant, il y avait une seule université à Paris. Et pour l'école polytechnique, une commission de réforme présidée par un des professeurs de mécanique, qui s'appelait Monsieur Lermite, qui a vraiment, pendant l'été 68, j'étais personnellement membre de cette commission de réforme, comme représentant des élèves, avec Yves Bamberger. Et quand même, en gros, les objectifs qui étaient poursuivis par le prince Ringuet et Schwartz ont été, d'une certaine façon, actés par cette commission de réforme. Et la personne qui était chargée de l'implémenter, tout au moins au début, était Jean Ferrandon, qui était un ingénieur hors norme, d'une certaine façon, passionné de mathématiques, spécialiste d'ouvrages à la mer, donc aussi bien des bateaux que des ouvrages pour protéger des rades ou des ports. Et alors la chose singulière, c'est que Yves Bamberger et moi avons été nommés donc à la sortie de l'école, au moment où nous faisions notre service militaire, adjoints de Jean Ferrandon pour implémenter la réforme. Et donc, évidemment, on a fait ça en étroite collaboration avec Louis Le Prince Ringuet, mais surtout avec Laurent Schwartz. Après mai 68, grâce à l'impulsion qui a été donnée par Louis Le Prince Ringuet et Laurent Schwartz, mais aussi relayée par quand même pas mal d'enseignants de l'école, l'enseignement à l'école polytechnique a été assez fondamentalement transformé. Alors Schwartz y avait contribué lui-même par son cours, qui est un monument. Le cours de Schwartz est très volumineux, très complet, extrêmement d'excellente qualité, mais c'est un effort intellectuel assez considérable que de produire un tel cours. Et donc une anecdote qui est amusante à son propos, c'est quand il a eu fini son cours, le dernier mot du cours, c'est « ouf » avec un point d'exclamation. Alors une autre contribution de Laurent Schwartz, qui était directement en droite ligne de ce qu'il avait fait pendant son enseignement, c'est qu'il avait organisé un séminaire des élèves. Un séminaire donc ouvert sur la recherche, mais le principe, c'était pas que les élèves écoutaient, c'était que les élèves étaient acteurs. Donc, il proposait des séries de sujets et les élèves choisissaient, venaient présenter. Et c'était une occasion d'une discussion entre quelques mathématiciens, dont Laurent Schwartz à chaque fois, bien entendu, et des élèves intéressés par les mathématiques. Et ça a culminé avec la création d'un centre de recherche. Il faut voir qu'à cette époque, l'école polytechnique n'avait pas la recherche ne faisait pas partie de ses missions officielles. C'est seulement venu dans les années 70 que la recherche a été rajoutée dans ses missions. Mais en tout cas, Schwartz a obtenu, en 66, là encore d'un général, le général Mailleux, la création d'un centre de mathématiques qui maintenant s'appelle le centre Laurent Schwartz. Et la chose fantastique qu'il a arrivé à développer dans ce centre, c'était à la fois un grand œcuménisme des sujets abordés. Donc, il n'était pas uniquement centré sur l'analyse, il y avait des algébristes. Il avait développé une remarquable collaboration avec Aisuke Hironaka, qui est un mathématicien japonais, à ce moment-là professeur à Harvard, spécialiste de singularité,
Et il y avait une équipe de singularité, d'excellente qualité, mais aussi une équipe de topologie. Il y a aussi des gens qui faisaient à ce moment-là des choses plus près de ces sujets d'analyse. Et donc, ce centre avait une atmosphère extrêmement collégiale. Et je dois dire, Schwartz a joué un grand rôle, parce qu'évidemment, il était d'une stature qui aurait pu le faire qu'il y avait les élèves et le professeur, mais c'était absolument pas son attitude, en particulier dans le centre de recherche. Et donc, c'était, je dois dire, pour nous tous ceux qui étaient là, une aventure fantastique de pouvoir partager avec des mathématiciens qui l'invitaient, parce que c'est vrai que recevoir une invitation de Laurent Schwartz qui dit « je lance un centre de recherche » faisait que les gens disaient « je viens ». Voilà. Donc on a eu des visites absolument extraordinaires et toujours dans cette ambiance que Schwartz mettait lui-même, à laquelle il tenait beaucoup. Il n'était pas du tout même si c'était évident que c'était lui le directeur et le patron, mais il y avait quand même cette espèce de chaleur qui faisait qu'on avait droit à des discussions sur les maths, mais sur aussi d'autres choses avec lui, un peu quand on voulait. Et ça, c'était vraiment d'une générosité remarquable, mais ça a marqué beaucoup d'entre nous, moi en particulier, d'avoir eu le privilège d'avoir ces échanges prolongés avec Laurent Schwartz pendant donc cette fois, c'est après la fin de l'école, dans le cadre du centre de mathématiques de l'école polytechnique. Chasse aux papillons. 1968, rugissement. C'est au Venezuela qu'il m'est arrivé l'aventure la plus désagréable de mes voyages. La rencontre d'un jaguar. C'était en 1968. J'étais en séjour avec François Trèves, d'abord pour donner des conférences mathématiques et ensuite pour aller chasser des papillons. Trèves et moi sommes partis tout seuls dans le bois d'El Pao, enchantés par les extraordinaires chants d'oiseaux. Tout à coup, j'ai cru entendre un rugissement. J'en ai été étonné, mais j'ai décidé de continuer ma chasse, en me disant qu'il ne fallait tout de même pas avoir peur de n'importe quoi. Puis les rugissements ont augmenté. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est tout de même une affaire sérieuse. Il est évident que c'est une panthère et qu'il nous faut sortir. Et je me suis dirigé vers Trèves. Lui-même se trouvait à 50 mètres de moi. Et au même moment, il m'a crié « Schwartz, un tigre !» En fait, ce n'était ni une panthère ni un tigre. C'était un jaguar. La panthère est africaine et le tigre est asiatique. J'ai très vite rejoint Trèves et nous avons réfléchi. Trèves avait déjà pris quelques initiatives. Il avait jeté son filet par terre et avait quitté le sentier pour entrer dans le sous-bois et essayer de grimper à un arbre. C'était évidemment complètement stupide à tout point de vue, ne serait-ce que parce qu'il ne savait pas grimper aux arbres, tandis que le jaguar le sait parfaitement. Quant à moi, j'ai gardé mon filet, en me disant de façon plutôt stupéfiante que cela pourrait servir à quelque chose. En principe, les jaguars n'attaquent pas l'homme, et les tigres non plus d'ailleurs. Nous le savons, encore faut-il qu'ils le sachent aussi. Nous avons donc marché d'un pas calme vers la sortie. Plus nous nous avancions, plus le rugissement devenait énorme. Je n'en ai jamais entendu de pareil. Nous bavardions doucement, et nous voulions bien faire apparaître que nous étions deux. Nous avons eu le jaguar d'abord en amont, puis sur la même ligne que nous, puis en aval. Les rugissements étaient épouvantables au moment où nous l'avons dépassé. En estimant le temps que nous avons mis pour aller d'amont en aval, nous avons pu juger qu'il était à peu près à une dizaine de mètres du grand sentier. Après l'avoir dépassé, nous avons marché à reculons pour montrer toujours nos yeux. Nous ne l'avons jamais vu lui-même, mais l'entendre suffisait. Nous sommes finalement sortis du bois. Plus tard, la nuit est tombée, et nous sommes bien restés 3 heures à discuter ensemble de tout ce qui venait de se passer, de ce que peut-être nous aurions dû faire, de ce qui aurait pu arriver. Nous étions blancs en sortant du bois. Chacun pouvait le constater sur l'autre. Je n'ai jamais eu aussi peur, sauf pendant la guerre. Dans toutes les circonstances dangereuses, on a de curieuses pensées. Trèves s'est dit « Voilà une façon vraiment stupide de finir, c'est à peu près comme les martyrs chrétiens dévorés par un fauve. En plus, je n'ai même pas l'excuse d'avoir la foi, c'est vraiment très idiot. » Moi, j'ai eu 3 pensées. La première, ma mère m'avait bien dit de ne pas glisser sur des pots de bananes, et de bien regarder à gauche, puis à droite avant de traverser les rues. Cette pensée signifie que j'avais été imprudent. Ma deuxième pensée, ce n'est pas un tigre en papier. On reconnaîtra là une description des USA par Mao Tse-tung. Et la troisième pensée était inspirée par les événements de mai 68 en France. Un des mots d'ordre alors lancés par les gauchistes était « provocation, répression, protestation contre la répression ». C'est peut-être efficace, mais j'avais toujours trouvé que c'était une manœuvre indéfendable. J'ai eu le temps de me dire, si je pratique cette méthode maintenant, les 2 premières choses auront peut-être lieu, mais alors la 3e n'aura jamais lieu.